C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter CF Débat sur Congo France Télévision, fidèles téléspectateurs. Bomesani Kolanda émission Oyo Esika Pitobeta Kamasolo et belé sur actualité Oyo les cas partout dans le monde et mingi mingi dans la République démocratique du Congo parce que ces derniers temps il y a tellement des actualités ici en RDC. On va parler de l'affaire Salomon Escadela, sa perquisition est directement Monsieur Salomon Escadela, conseiller de Moïse Katumbi Tchapoué, est transféré à la prison d'Indolo, là où on amène la prison, il y a militaire, mais Salomon étant civil, il se retrouve là-bas. On n'est pas seul, on est avec quelqu'un qui connaît un peu Makambu Yamibeko, qui connaît vraiment, qui s'y connaît dans ses affaires, maître Sylvain Kiunga, avec qui j'ai sali. Bonjour maître. Oui, bonjour, bonjour. Maître Sylvain, nous sommes là, on va parler de l'affaire Salomon Escadela. Étant donné que vous êtes maître et puis expérimenté dans tout ça, dans Maramba Justice, voilà pourquoi on va parler dans une affaire judiciaire, maître, quand est-ce qu'on peut appliquer la perquisition? L'émission est bilingue Oui, c'est en bilingue. Ok. Bon, la perquisition, c'est une procédure qui est prévue par le Code de procédure pénale. En fait, ce sont des enquêtes qui se font pour permettre à l'inspecteur du dossier de réunir certaines preuves. C'est-à-dire, lorsqu'on estime que on peut trouver des preuves dans un domicile, dans une résidence, la loi prévoit qu'on puisse faire une perquisition. Mais la perquisition, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle est encadrée par la loi. Parce que quand vous revenez dans la constitution de notre pays, dans son article 29, on vous dit que le domicile est inviolable. Donc, le domicile d'une personne, la résidence d'une personne, c'est inviolable. Mais on ne peut y déroger que selon certaines conditions qui sont mises dans le Code de procédure pénale. Quelles sont ces conditions? Déjà, pour faire une perquisition, en dehors de la flagrance, il faut une autorisation du procureur de la République. Donc, à moins qu'il y ait flagrance, mais s'il n'y en a pas, il faut une autorisation du procureur qui doit autoriser une perquisition. La perquisition ne peut pas commencer avant 5 heures du matin et ne peut pas non plus commencer après 21 heures. Mais si la perquisition a commencé entre 5 heures et 21 heures, elle peut se poursuivre au-delà. C'est-à-dire se poursuivre, c'est qu'on a commencé peut-être à 13 heures, peut-être à 14 heures, mais si les devoirs de l'inspecteur commandent, ça dépend du lieu où on est en train de perquisitionner, s'il y a trop de biens, il y a trop de locaux, ça peut aller au-delà de 21 heures. Mais la perquisition doit aussi se faire en présence de la personne poursuivie, donc le prévenu. Et si ça se fait ailleurs, parce que la perquisition peut aussi se faire dans les résidences des tiers, Oui, oui. conforme à l'article 22-23 du Code de procédure pénale, en ce moment-là, le maître décéant, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, doit être là. Ou ses représentants. Ils doivent être là. Donc, il ne faudrait pas qu'une perquisition se fasse en l'absence soit du prévenu et du maître décéant. Parce que dans une perquisition, on cherche à réunir les preuves. Oui, mais les preuves, quand on les réunit, le prévenu ou le maître décéant, donc le propriétaire de la maison, ils doivent être là pour reconnaître les biens que vous allez trouver dans la maison. Parce qu'à la fin d'une perquisition, on établit un procès verbal.
des saisies de biens qu'on a trouvés. Ces biens-là doivent être présentés à celui qui a participé à la perquisition pour qu'il puisse les identifier, les reconnaître et signer dans les PV. Si cela n'est pas fait, eh bien, toutes ces saisies-là, toutes ces preuves-là vont être rejetées par le tribunal. Bon, voilà la procédure. Ces preuves-là vont être rejetées par les tribunaux. On vient de voir si dans notre pays, on va directement au fond de notre émission, on va parler de Salomon Escadela et puis la maison de Moïse Katumbi Chapwe. Ces deux résidences étaient perquisitionnées à l'absence de Yaba Kolondaku, Maître Kyunga. Selon vous, qu'est-ce que tu peux en dire dans Makamboana? Parce que tout le monde qui a un Nandaku, il y a Moïse Katumbi d'ailleurs, ils avaient un sentinelle kaka. Sentinelle, Azalaki Wana, Bakoti, et puis perquisitionner, les services de renseignement ont perquisitionné la maison. Bon, je ne sais pas trop, parce que bon, nous suivons juste dans la presse, dans les réseaux sociaux. Je ne connais pas la pertinence qui a assisté à la perquisition chez Moïse Katumbi, ici à Kinshasa. Je ne sais pas. Bon, comme vous le dites, qu'on a trouvé une sentinelle, oui, est-ce que la sentinelle a été associée à cette perquisition? Point d'interrogation, je ne sais pas. Mais c'est comme je venais de dire que pour le faire, il faut que le prévenu soit là ou le maître des séances, le propriétaire des lieux ou son représentant. Bon, maintenant, je ne sais pas si on a associé la sentinelle à cette perquisition, ça je ne sais pas. Je ne sais pas le dire parce que je dois rester correct et scientifique. Bon, Escadela, ça s'est passé à Lubumbashi. Lui est arrêté à Kinshasa. La maison de sa maman. Bon, je ne sais pas trop. La veuve. Est-ce qu'on a perquisitionné et la résidence du prévenu et la résidence de sa mère? Oui. Ça, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, moi, je me suis insurgé sur la manière. La manière, c'est-à-dire, je constate depuis un certain temps, on n'est pas contre les arrestations, parce que si quelqu'un a commis une infraction, il doit être arrêté, conformément à la loi. Mais ce que moi je déplore personnellement, c'est la manière cavalière, brutale, n'est-ce pas, qu'on veut nous montrer pour arrêter les gens. La Constitution dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Et que toute personne a droit à une dignité. Donc, pour arrêter quelqu'un, on n'a pas besoin de faire des spectacles, de montrer des muscles, d'envoyer une armada. Non. Quand on n'est pas devant un terroriste, devant quelqu'un qui n'est pas armé, on lui envoie, si ce n'est pas une matière grave ou il n'y a pas flagrance, on lui envoie un mandat de comparution. Et on verra comment il va réagir à ce mandat-là. Même lorsqu'on part avec un mandat d'amener chez quelqu'un, on se présente poliment, nous sommes de tels services, voici les mandats que nous avons contre vous, vous êtes recherché par telle autorité, et puis on vous prend avec beaucoup de civilité, on vous amène. Mais cette façon d'arrêter les gens, on vous prend, on vous jette comme un sac de cossettes de manioc dans les véhicules, avec des militaires qui braquent les armes partout comme s'ils étaient devant un groupe de terroristes. Ce n'est pas bien, ça ternit l'image de notre pays, ça ternit l'image de notre justice. Il faut que les choses se passent dans la bienséance, parce que le chef de l'État, je me rappelle, au début de son mandat, avait dit qu'il voulait que nos services, notre justice, puissent humaniser les méthodes. Parce que nous sommes des humains. Il ne faut pas qu'on traite les gens, même s'ils sont délinquants, comme des animaux, en toute brutalité. Donc, de ce côté-là, moi, j'interpelle les autorités, tant judiciaires que policières, et même ceux des services de sécurité, d'arrêter les gens
en toute humanité, avec élégance. Surtout, on n'a pas besoin de brutalité, on n'a pas besoin de torturer les gens, parce que la torture, c'est même une infraction. Et puisque le pays, nous entendons dire que nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit. Mais l'état de droit, c'est cet état-là dans lequel il y a des textes de loi qui doivent être respectés, non seulement par la population ou les gouvernés, mais aussi par le gouvernant. Parce que si le gouvernant ne respecte pas la loi, on n'est pas dans un état de droit. Voilà. Donc, il faut éviter que le pays devienne comme une république bananière. On doit faire les choses avec élégance, avec art, avec tact, n'est-ce pas? Oui, parce que le fait de commettre une infraction ne fait pas de vous un paria. Vous avez encore de droits et la Constitution dit que vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que votre culpabilité sera démontrée devant un tribunal. Ce n'est qu'après condamnation qu'on peut dire tel est voleur, tel est violeur, tel est assassin. S'il n'y a pas condamnation, on ne peut pas qualifier les gens. C'est ainsi qu'on parle de la présomption. Maître Kiunga, on peut dire qu'ici, en République démocratique du Congo, il y a la démocratie par rapport à tous ces actes qu'on voit, surtout la façon dont la police est en train d'arrêter la renonque. Bon, la démocratie, elle est là. Parce que la démocratie n'a rien à voir avec les la démocratie existe. Mais je constate parce que des dérives. Récemment, on a vu nos frères de l'opposition organiser des manifestations. Oui. Tout ça a été dispersé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la démocratie en République démocratique du Congo? Bon, il y a des dérives, il y a des excès que nous sommes en train de constater parce que nous sommes observateurs. Voilà. Il y a des dérives qui commencent à s'installer. Et c'est le moment pour l'autorité de ramener tout le monde sur le bon chemin. Parce que moi, je dis toujours, les gens qui font toutes ces extravagances, toutes ces dérives-là, tous ces excès-là, ils croient rendre un bon service au chef de l'État. C'est faux. C'est faux, archi faux. Parce que lorsque la police se comporte mal, lorsque les services de sécurité se comportent mal, lorsqu'il y a des violations des droits de l'homme, la communauté internationale ne voit pas ces gens-là. On voit les autorités politiques. On va dire au Congo, il y a ceci, il y a cela, il y a violation. On ne va pas voir les individus qui sont auteurs de ces choses-là. C'est ainsi que toutes les fois qu'il y a des excès, il faut qu'on puisse réprimer pour décourager, n'est-ce pas, ces gens qui violent les règles qui nous régissent. Parce que peut-être croient, en faisant ceci, je vais attirer l'attention du chef de l'État, je vais attirer l'attention du Premier ministre. Non, vous rendez un mauvais service à l'autorité. L'autorité n'a pas besoin de ces excès-là. Faites votre travail en âme et conscience, dans le respect des textes qui nous régissent. On n'est pas dans une jungle, on n'est pas dans une république bananière, il y a des textes, ça ne demande qu'à être respecté. À ce moment-là, tout va marcher comme sur des roulettes. Mais apparemment, tous ces actes-là, bazoka nini mibeko na likolo. Bazoka likolo, ezo kite puis komi na maboko na bango et puis bakangi, voilà. Mais toboite, constitution et mboka na biso na ba mibeko mosusu lobby que un ordre mal donné ne peut pas être exécuté. Est-ce que c'est respecté ici en RDC? Mais c'est justement ici ça. En RDC, est-ce que la Constitution est respectée? Le problème, c'est quoi? Chacun de nous doit connaître la loi. Parce qu'il y a un principe en droit qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, nous devons connaître nos lois. Vous comprenez, j'arrive même à la cité là, un policier a interpellé Kakaboye. Il n'a pas raison, il n'est pas en service. Il n'y a aucune flagrance. Il vient t'embêter là. Au moins, oh non, Mokonzi, vraiment, Libisa Mokonzi. Parce que les gens ne connaissent pas les droits. Vous verrez même un papa âgé qui commence à appeler un policier qui a 20 ans. Oh, papa, viens. Tout ça pour les supplier. Non. Tout ça pour les supplier. Quand vous êtes dans vos droits,
que monsieur soit policier, qu'il soit militaire, qu'il soit agent de service de renseignement, vous devez faire prévaloir vos droits. Parce que lorsqu'une personne vient vous interpeller, d'abord, il doit se présenter. Il se présente d'abord. Parce que moi, j'ai déjà vécu ces choses-là. Un monsieur en civil, il vient là, monsieur, présentez-vous. Je suis bureau D. Moi, je dis, bureau D, comment bureau D? Quand moi, vous me dites ça, que présentez-vous, je vous rétorque la question. Je dis, qui vous êtes pour venir me demander ça? Parce qu'avant que vous puissiez demander à quelqu'un qui se présente, surtout si vous êtes en civil, c'est vous qui commencez. Monsieur, je suis de la police, vous brandissez votre carte. Nous sommes en mission, vous montrez votre ordre de mission, votre bulletin de service. Parce que il n'est pas dit que quand on est policier, ou agent de sécurité, ou militaire, qu'à tout moment on est en service, ça c'est faux. Vous voyez? Donc, si des policiers se retrouvent, par exemple, au rond-point Victoire, ceux-là ont été affectés par leurs autorités à cet endroit-là, pour faire un travail précis. Donc, ils doivent avoir un document qui le couvre. Oui. Parce qu'il y a d'autres policiers qui sont à la maison, il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont à l'état-major. Donc, lorsque celui-là se retrouve à Victoire, il doit démontrer qu'est-ce qu'il fait là-bas. Alors vous, citoyens, vous devez lui demander des comptes. Mais chez nous, malheureusement, il y a cette faiblesse-là. Oui. On ne connaît pas nos droits et c'est la peur qui envahit les gens. Ah, Aza soldat, Aza policier, non, non, non. Maître, par rapport à ça, la faute revient à qui? Les gouvernements n'arrivent pas d'assumer ses responsabilités dans ces contextes. Bon, moi je pense que ici, la faute est partagée. C'est-à-dire... Partagée comment? Les autorités, ils doivent donner une bonne formation à ceux qui sont dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité. Le recrutement doit être sévère. Oui. Hein. Et une bonne formation. Or, ici, dans ce pays, des fois, on recrute les gens d'une façon fantaisiste. Et puis, il ne suit aucune formation. Comment quelqu'un qui n'a pas de formation peut-il bien faire son travail? Parce qu'il doit d'abord savoir ce que lui doit faire. Ça, c'est une chose. L'autre côté, nous, citoyens, nous devons faire un effort pour connaître nos droits. Et de ce côté-là, vous, la presse, vous avez une responsabilité. Vous devez faire des émissions pour instruire les gens sur leurs droits et leurs obligations. Il y a des émissions dans certaines chaînes où on apprend aux gens les lois du pays. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Et nous mettons tout dans le compte de la prière, parce que dans ce pays, on trouve que c'est la prière qui va tout résoudre. Oui. On doit connaître ses droits. Vous verrez, par exemple chez nous ici, un médecin qui commet une faute médicale, qui conduit à la mort, il n'y a aucune poursuite pour ce médecin-là. Ah, non! S'il y a une faute, il faut que le médecin soit poursuivi. Oui. Vous voyez? Quelqu'un qui commet un accident, ah non, accident, bon, ils ont un chauffeur, ils ont ma famille. Mais non. L'État ne connaît pas tout ce que nous nous imaginons là, ma famille, ma kindoki. L'État, c'est la loi. Vraiment. Vous ne respectez pas la loi, on vous sanctionne. Oui, alors, donc, il faut que, comme vous avez parlé de responsabilité, les partis politiques doivent former leurs membres au civisme et au respect de la loi et de biens publics. Là, les églises aussi doivent le faire, tout comme vous, la presse. Surtout pour que les gens soient informés. Il y a des dérapages ici à Kinshasa. Oui, il y a trop de dérapages parce que dans les partis politiques, on n'apprend pas le civisme. Non, mais non, on n'apprend pas aux gens le civisme. On leur apprend ce que nous disons ces derniers temps, les jalés. Donc, quand on est dans un parti politique, il faut aller encenser le président du parti, encenser le secrétaire général. Ce n'est pas ça, le rôle d'un parti politique. Le parti politique, c'est un creuset
dans lesquels on peut former la population. Un parti inscrire qui a des milices. Donc, tout ça, ce sont des dérapages, ce sont des extravagances qu'on ne peut pas accepter dans un pays qui se dit de droit. Ce sont des excès qu'il faut décourager, parce que si de telles choses continuent... Bon, imaginez-vous, nous avons dans ce pays, je crois qu'aujourd'hui, on est dans les 1000 partis politiques. Oui. Bon, maintenant, si chaque parti politique fabrique sa milice, on ne saurait même plus se réguler. Voilà. C'est chaque parti qui va contrôler une avenue, qui va contrôler un quartier, une commune. Donc, moi, je pense que les rôles de la protection des personnes et de leurs biens revient à la police. Ça revient à la police. Lorsque la police est débordée... Là, vous lancez directement un message à Silvano Kasongo, qui est toujours là, commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa. Voilà. Alors, donc, ces rôles-là reviennent à la police. Et pour le maintien de l'ordre, lorsque la police est débordée, c'est alors que l'autorité peut faire appel à l'armée. L'armée, son rôle, ce n'est pas de protéger les personnes et leurs biens. L'armée, c'est pour la sécurité du pays, pour la sécurité des frontières nationales. Vous voyez? Oui. Donc, l'armée, si elle est invitée pour rétablir l'ordre, c'est un dernier recours. Sinon, c'est le rôle de la police. Donc, pour que les choses puissent se passer bien, il faut que les policiers soient bien formés. Et aussi, au-delà de la formation, il faut qu'ils soient quand même payés décemment. Parce que s'ils ont des problèmes de soldes qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, ils vont rentrer dans la magouille. Maître Kiunga, les régimes actuels disent que les policiers sont mieux payés parce que ceux qui ont 90 000, comme si on a 300 000. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent. Non, mais est-ce que 300 000, c'est ça, être mieux payé? Non, parce que, attendez, ils sont mieux payés, voilà. Mieux payé, ça veut dire quoi? Mieux payé, ça veut dire on donne à un monsieur qui a un minimum de 4 personnes à nourrir chez lui à la maison, le moyen pour sa subsistance pendant 1 mois. C'est ça, mieux payé, le panier de la ménagère. Si vous donnez à quelqu'un de l'argent qu'il peut utiliser en 1 semaine, vous dites que vous l'avez mieux payé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Les policiers, les militaires sont censés vivre dans des camps militaires. Oui. Normalement, un militaire, un policier ne peut pas être locataire à la cité. Il doit être logé par l'État. Bon, maintenant, nous avons un problème de déficit des camps. Les militaires sont locataires à la cité, les policiers sont locataires à la cité. Vous pensez qu'avec le coût de la vie actuelle, quand vous lui donnez les chiffres que vous avancez là, bon, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, peut-il payer les loyers, nourrir sa famille, payer les frais scolaires? Donc, 100 $ coûte déjà 24 000 francs. Bon. 240 000 francs. Mais voyez, maintenant, s'il est locataire, il va payer une maison de combien? Donc, moi, je pense que l'État a une grande responsabilité, parce que s'il veut, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie, tant des militaires que des policiers, il faut augmenter d'abord les infrastructures de formation, les centres de formation pour militaires et policiers, et puis les camps pour les loger. Parce que si déjà il est bien logé, il a résolu son problème de logement, vous voyez que ça réduit les dépenses sur sa solde. Mais s'il est locataire, donc son problème sera toujours difficile. Et les policiers, comme les militaires, s'ils ne sont pas payés, bien payés, ils se rabattent sur les civils. Parce qu'ils ont un principe, civil ne bilanga soda. Voilà. Il y aura toujours des pour éviter qu'ils arrivent à ça, parce que quelqu'un qui a une arme, bon, il peut mal l'utiliser lorsqu'il est dans des détresses. D'où il faut améliorer les soldes de ce genre-là, les loger et revenir à ce qui s'est passé dans le temps, leur donner leur ration là, hebdomadaire qu'on leur donnait. C'est que les militaires... Les rations chaque fin du mois. La cantine. Oui, bah, la cantine. Donc, vous voyez, tout ça réduisait leurs dépenses. Il y a même des civils qui partaient dans des camps militaires pour récupérer un peu quelque chose chez leurs frères militaires. Vous voyez ça? Donc, il faut qu'on revienne à ces bonnes manières.
Vraiment, il faut qu'on revienne dans ces bonnes manières. Mais on croyait avoir dans Ndimaketozong avec Fatih Béton qui nous a promis l'Allemagne d'Afrique. Mais jusqu'à présent, on est toujours là en train de souffrir. Maître Kiunga, contexte une affaire qui est civile et qui ne coma na militaire. Ça s'est fait comment? Quelles sont des procédures qui fait que l'affaire qui était civile directement s'est transférée à l'auditorat militaire? Non, il ne faut pas dire qu'il y a une affaire qui a d'abord commencé civile puis qui devient militaire. Oui, ça a été... Non, non, ça c'est l'impression que ça donne. En droit, lorsqu'une personne commet des infractions à caractère militaire ou commet des infractions avec des militaires, c'est la justice militaire qui est compétente. C'est-à-dire, lorsqu'on vous arrête, vous avez commis des infractions avec des militaires. Prenons l'exemple, un civil qui s'associe avec des militaires, ils vont faire des vols à main armée. Quand on vous arrête, vous irez répondre de ces infractions-là à l'auditorat militaire. Parce que vous vous êtes associé avec des militaires. Si vous commettez une infraction à caractère militaire, par exemple, la détention illégale d'armes de guerre, c'est une infraction militaire, parce que les armes de guerre sont des armes des militaires. Donc, si vous, civils, vous détenez une arme de guerre, il est normal qu'on vous transfère devant la justice militaire pour instruire cette affaire-là. Bon, dans les cas que vous citez là, Salomon Escadela qui étant donné que, selon les chefs d'accusation que nous avons suivis, n'est-ce pas, dans les ondes, ce sont de qualifications qui se retrouvent dans les infractions militaires. Voilà pourquoi il a été transféré en Ndolo, parce que c'est Ndolo qui est la prison militaire. Bien sûr que oui, il est présumé innocent et ses avocats qui gèrent le dossier, certainement vont se battre avec l'auditeur militaire pour démontrer que leur client est innocent ou pas. Mais ils n'arrivent même pas à parler à leurs clients parce que même sa famille. Bon, ces faits-là s'est passé à la DEMIAP. Nous avons tous suivi ça. Mais je crois que comme il est à Ndolo maintenant, il aura accès à ses avocats et même à la famille. De toutes les façons, moi j'ai dénoncé dans d'autres plateaux ce fait-là pour les services de sécurité de notre pays de ne pas recevoir les avocats. C'est anticonstitutionnel. L'article 19 de notre Constitution reconnaît les droits de la défense. Et cet article, dans son dernier alinéa, dispose que même si vous êtes devant des services de sécurité, vous avez le droit de vous faire assister par un conseil de votre choix. Donc, que ce soit à l'ANER, qui est le service de sécurité ou de renseignement civil, que ce soit à la DEMIAP, qui est le service de renseignement militaire, les avocats doivent être acceptés à ce niveau-là. C'est le législateur congolais, les constituants, qui le veut ainsi en son article 19. Donc, il faut qu'on reçoive les avocats. Les avocats sont des partenaires de la justice. Donc, quand les avocats viennent, que ce soit dans des services de renseignement ou au parquet ou tout ça, ils ne viennent pas pour dire nécessairement que leur client est innocent, mais ils viennent aider ces services-là à la manifestation de la vérité. Parce que un grand penseur a dit que l'avocat, c'est le sel de la justice. Vous savez, quand on prépare une nourriture à la maison, quand on n'a pas mis du sel, on a difficile à bien la manger. Donc, la justice sans avocat n'aurait pas de saveur. Ce sont les avocats qui remontent la saveur de la justice et qui font que les gens soient jugés, n'est-ce pas, en toute équité et en toute confiance. Parce que quand quelqu'un comparaît seul,
il se sent un peu en insécurité parce qu'il ne connaît pas les méandres de la justice, il ne connaît pas la procédure. Mais lorsqu'il est assisté d'un conseil, d'un avocat, il se sent en sécurité parce que le magistrat comme les avocats font les mêmes études. Donc, ce que le juge est en train de dire, l'avocat comprend pertinemment bien, et ce que l'avocat dit, le juge ou le magistrat comprend. Donc, nous sommes des partenaires, des professionnels du droit. Donc, il ne faut pas que les différents services ou les parquets nous prennent comme leurs ennemis, non. Nous sommes là pour les aider à la manifestation de la vérité et pour faire respecter les lois de notre pays. C'est à ce moment-là que nous dirons que nous sommes dans un état de droit. Mais lorsqu'on refuse que les gens soient assistés ou visités, non, nous nous éloignons de l'état de droit. Nous nous éloignons de l'état de droit. Nous sommes là avec Maître Kiunga Sylvain. Maître Kiunga Sylvain, l'arrestation de Salomon Escadela pour l'opposition est qualifiée comme la provocation selon Bango pouvoir actuel, basant kati ya ko provoquer Bango. Est-ce que c'est un moyen pour les pouvoirs actuels d'éradiquer Moïse Katumbi Tchapoué dans la course à l'élection 2023? Bon, le problème qui se pose, c'est que il y a eu une succession d'événements et lorsqu'on suit les chefs d'inculpation qui ont été lus par un colonel, ça donne une impression, n'est-ce pas, de poursuites orientées. Parce que quand vous dites qu'on est en train de préparer un coup d'État pour installer un Katangé, voilà. Cette stigmatisation-là n'est pas bonne pour notre pays. Si vous avez des preuves qu'on peut faire un coup d'État, arrêtez-vous à dire qu'il y a une tentative de coup d'État. Mais quand vous dites c'est pour installer un Katangé. Qui est inconnu jusqu'à présent. Lequel? Vous comprenez? Or, nous savons qu'il y a un Katangé qui s'est déclaré candidat président. Bon, je ne sais pas si c'est les Katangé qui s'est déclaré président ou c'était notre Katangé. Mais c'est que moi je déplore cette stigmatisation-là provinciale. C'est pas bien. Parce que ça pouvait être dit, non, on a fait ceci pour installer un Bandondois, pour installer un Mukongo, pour installer... Ce n'est pas bien. Les Congolais, nous ne devons pas nous identifier par nos tribus, par nos provinces. C'est ça qui est en train de faire monter les divisions pour rien. S'il y a des preuves qu'il y a une tentative de coup d'État, limitez-vous à dire qu'il y a une tentative de coup d'État. Pourquoi dire installer un Katangé? Vous voyez ça? Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que le régime est en train de s'en prendre au Katangé et que le Katangé n'ait pas l'impression que le régime est en train de nous attaquer. Ce n'est pas bien. C'est ce qui se ça passe peut déjà. Créer de tensions inutiles pour rien. Nous sommes tous Congolais, frères et sœurs, d'un même pays. Nous devons plutôt promouvoir l'harmonie, l'entente dans les pays, l'unité. Mais si on commence à se stigmatiser, celui-là est ex-province orientale, est tel, ça nous avance à rien. Ça nous avance à rien. Parce que le professionnalisme, la dextérité, l'expertise n'est pas liée, n'est-ce pas, à une province ou à une tribu. Non. On trouve des bons dans toutes les tribus, comme on trouve des mauvais dans toutes les tribus. On trouve des experts dans toutes les tribus, comme on n'en trouverait pas dans toutes les tribus. Donc, il faut, moi j'insiste, que dans notre pays, nous puissions privilégier la méritocratie. Donner de responsabilités à celui qui mérite. Il ne faut pas donner de responsabilités parce que tel est de mon parti, tel est de notre plateforme, tel est de ma province, tel est de ma tribu. Non, là, nous allons tuer le pays.
Le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin de tous ces enfants valeureux qui peuvent mettre leur intelligence, leur expertise au service du pays. C'est ça un État. Parce que si nous faisons autrement, eh bien, nous cesserons d'être un État. Et si, aujourd'hui, que notre pays fait face à toutes ces attaques, un pays qui est en danger, d'ailleurs, nous parlons balkanisation au futur, mais à l'ère qu'il est, nous sommes déjà balkanisés. Oui. Alors, nous avons besoin de l'unité pour récupérer nos territoires perdus. On n'a pas besoin de division interne. Parce que quelque part dans la Bible, on dit qu'un royaume qui est divisé contre soi-même est fragile. Est fragile, oui. Et nos adversaires, tous ceux qui ont envie de mettre la main sur notre pays, profitent de nos divisions pour nous attaquer, pour nous affaiblir. C'est ainsi que moi, personnellement, j'avais demandé au chef de l'État, depuis l'année passée, n'est-ce pas, vers la fin de l'année, j'avais demandé au président de la République, au début des attaques de la soldatesque rwandaise du M23, que le président puisse convoquer une rencontre avec tous les hommes politiques, tant de l'opposition que du pouvoir, ainsi que la société civile, pour se mettre d'accord sur certaines choses, pour harmoniser les vues, afin de faire face à cette attaque de l'extérieur. Avec l'entourage du président de la République, est-ce que cette idée-là, je ne crois pas... Non, mais le président de la République, il est le garant de la nation. S'il a de bonnes idées, mais s'il trouve que son entourage l'empêche d'aller de l'avant, il peut s'en débarrasser. Ceux qui sont autour du chef de l'État, ils ne sont pas des anges, ils ne sont pas des super-hommes. Donc, ils sont là pour aider les chefs de l'État à colmater les brèches, à renforcer l'unité nationale et pas à nous diviser. C'est ça leur rôle auprès du chef de l'État. Leur rôle auprès du chef de l'État, ce n'est pas de chanter toute la journée la gloire du président. Moi, j'ai toujours dit que le président n'a pas besoin de ça. C'est ce qui se passe dernièrement ici dans notre pays. Non, le président de la République n'a pas besoin qu'on chante pour lui. Il n'a pas besoin qu'on le glorifie, il n'a pas besoin qu'on le déifie. Parce que tout Congolais connaît que c'est lui le président de la République. Est-ce qu'un monsieur comme celui-là, vous avez besoin de lui rappeler qu'il est président? Vous avez besoin de l'encenser? Non. Ceux qui sont autour du chef de l'État, ils ont besoin de lui donner de bons conseils pour conduire le pays. Pas chanter à longueur de journée, fâché béton, non. C'est d'aider le président à conduire le pays. Parce que, comme avait dit le président Mobutu, il n'était pas magicien. Oui. Donc, le président n'étant pas un magicien, il a besoin du concours des gens et surtout des proches collaborateurs pour, n'est-ce pas, conduire le pays. Parce que toutes les décisions que prennent les autorités politiques ne viennent pas nécessairement des autorités. Ce sont des fois des idées qui sont conçues par des conseillers. Mais comme on dit, quand vous entrez dans le bureau du chef avec vos idées, vous en sortez avec les idées du chef. Donc, quand vous donnez vos idées au chef, ces idées-là deviennent, au cas où il avalise ça, ça devient des idées du chef. Ce ne sont plus vos idées. C'est ainsi que, vous voyez, lorsque on critique les autorités politiques, tout ça qui nous dirige, on ne critique pas les conseillers. Et pourtant, certaines décisions sont influencées par les conseillers. Mais comme la décision finale revient au chef, en cas de problème, on ne va pas critiquer les conseillers parce que les conseillers ne connaissent pas. Nous avons donné mandat aux autorités. Nous avons donné mandat aux sénateurs, nous avons donné mandat aux députés. Et ces députés-là, ils ont avalisé un gouvernement parce que le gouvernement est redevable devant eux. Nous avons donné notre mandat au chef de l'État. Donc, ce sont ceux-là qui ont la redevabilité envers nous. Nous, on n'a pas donné de mandat à des conseillers ou quoi que ce soit. Donc, les conseillers, le président peut les changer tout le matin. S'ils trouvent qu'ils ne font pas bien leur travail, il y a beaucoup de Congolais pour bien faire le travail. Voilà. Maître Kyunga, plus de 2300 magistrats nommés par les présidents de la République démocratique du Congo traduisent inévitablement l'affirmation du nouveau leadership du président de la République démocratique du Congo. Non,
la nomination de magistrats n'a rien à voir avec le leadership. C'est une... comment je dirais, c'est un processus normal. Bon, il a d'abord commencé par à la Cour constitutionnelle. Non, c'est un processus normal. Et j'ai toujours dit ceci. Notre pays est sous-administré dans tous les domaines. Ce n'est pas possible, un État comme le nôtre, 2 345 000 km², vous savez qu'on n'a que 3 000 magistrats. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Il y a des petits pays qui ont plus de magistrats que nous. Or, comme on dit que la justice élève une nation, il y a des contrées, il n'y a même pas de magistrats. Des chefs coutumiers sont devenus des juges. Des OPJ à l'intérieur sont devenus des juges, ils tranchent des dossiers. Ce n'est pas normal. Donc, même avec l'arrivée de nouveaux magistrats ici, même la promotion 2024, nous serons toujours en déficit. Nous avons un déficit en tout. Nous avons un déficit de policiers, nous avons un déficit de militaires, nous avons un déficit de magistrats, nous avons un déficit de médecins, dans tous les domaines. C'est ainsi que j'ai toujours dit que le pays est sous-administré. Alors maintenant, l'autorité politique doit faire un effort pour que l'autorité de l'État soit partout, selon la loi d'organisation judiciaire. Chaque territoire, chaque commune doit avoir un tribunal de paix. On n'a jamais atteint cet objectif-là. Et pourtant, c'est depuis 68. C'est depuis 68 que cette décision a été prise. On avait dit qu'on va installer progressivement les tribunaux de paix pendant 10 ans. Donc jusqu'en 78. Mais là, nous sommes en 2023. On n'a pas fini d'installer les tribunaux de paix. Parce qu'à Kinshasa, on devait avoir 24 tribunaux de paix. On en a moins de 10. Vous comprenez? Alors, il y a même des territoires là, mais le tribunal de paix, il faut faire 200 km pour les trouver. Donc, c'est une bonne chose qu'on ait nommé les nouveaux magistrats, mais ce que nous demandons, qu'on puisse aussi, en dehors de ces magistrats-là, renforcer les infrastructures d'accueil. Nous n'avons pas d'infrastructures. J'ai été il y a quelques années avec un président d'un tribunal de paix qui avait été envoyé dans l'ex-province orientale, dans un territoire, pour aller ouvrir un tribunal de paix. Il arrive là-bas, aucun local pour le tribunal de paix. Les audiences se tenaient sous les manguiers. Ah bon? Oui, et à la fin de l'audience, le greffier récupère tous les dossiers et rentre avec à la maison. Imaginez-vous que un monsieur, prenons ce délinquant ici que nous appelons communément Kuluna, est poursuivi au tribunal. Et que ses amis voient le greffier rentrant avec le dossier chez lui à la maison. Mais on peut l'agresser en route pour récupérer ce dossier, le déchirer, pour effacer les traces. Vraiment. Donc vous comprenez? Donc nous devons avoir des infrastructures. Même à Kinshasa, les problèmes d'infrastructure se posent. Parce que dans plusieurs juridictions, nous allons... Vous voyez les salles d'audience. Des fois, une juridiction n'a qu'une seule salle d'audience. Et pourtant, les chambres, on tient 3, 4 chambres. Mais la juridiction n'a qu'une chambre. Elle n'a qu'une salle d'audience. Et certaines chambres se tiennent en plein air. En plein air. Ce n'est pas honorable pour le magistrat et pour nous, les avocats, qu'on tienne des audiences en plein air. Des audiences en plein air. Bon, et en cas d'intempérie, quand il y a une pluie là, c'est la débandade. Comme un dolo. Donc, il faut que l'État construise les infrastructures judiciaires pour qu'on installe le tribunal de paix, le parquet près des tribunaux de paix et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pratiquement pas. L'État est même locataire de certains privés. Et nous connaissons que l'État, pour payer, c'est vraiment un mauvais élève. Ouais. Donc, au lieu peut-être aussi de continuer à faire des dépenses en termes de loyer, construisons nos palais de justice. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué construire les palais de justice.
Donc, au-delà de nommer plus de 2300 magistrats, l'État doit construire des palais. Oui, il faut construire des palais de justice. Et il faut mettre ces gens-là dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, comment? Parce qu'on dit déjà... Sur le plan social. Parce que tout le monde déjà n'est pas... Non, mais attendez. Il y a déjà oui, faire la fête, ça c'est bien parce que la majorité d'entre eux viennent du chômage. Bon, c'est normal qu'il soit content, il a trouvé un boulot. Mais il ne suffit pas de trouver un boulot, il faut bien le faire. Parce que dans la plupart de juridictions comme des parquets, les tables et les chaises qu'utilisent ces magistrats-là sont leurs propres tables, leurs propres chaises. Ça c'est grave. Quand un magistrat est muté ailleurs, il récupère sa chaise et sa table, il part avec. Donc, le nouveau qui vient, il doit se débrouiller pour chercher. Alors, vous comprenez ça? Bon, maintenant, ils vont acheter ces histoires-là avec l'argent. Parce que quand un magistrat commence à équiper son bureau seul, il achète le split, il achète la table, il achète les tapis et tout ça. Au fait, la tentation est grande qu'il se rabatte sur le justiciable. Pour un débit, le gouvernement les donne les frais de fonctionnement. Je n'ai jamais appris ça. Frais d'installation? Non, non, on ne donne pas. On donne Quel pas. Frais d'installation on va donner? Vous allez commencer là où on va vous affecter. S'il n'y a pas de chaise, vous vous débrouillez avec vos chaises. Il y a des ministres qui auront frais d'installation. Malheureusement, la justice, en ce qui concerne les magistrats, ça ne s'est jamais fait. Ah bon? Oui, peut-être avec votre prière, là, ça va commencer. Mais ça ne s'est jamais fait qu'on puisse donner des indemnités d'installation aux magistrats. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais appris. D'accord. On tend déjà vers la fin de notre émission. Question à Souka, Maître Kiunga. Déposition des candidatures pour les députés, c'est prévu pour ce 25 juin. Le 26 juin, dans les Kwamout, l'enrôlement va débuter. Est-ce que la CENI va réussir à organiser des élections crédibles, paisibles, et puis, comment je peux dire, des élections crédibles, inclusives en RDC, dans les délais surtout? Bon. Monsieur le président de la CENI ne cesse de nous dire qu'il tiendra les délais. En tout cas, il l'a dit 1001 fois. Moi, je lui donne le bénéfice du doute. Nous attendons. Il a dit qu'en décembre, nous aurons des élections. Nous aurons des élections. Faisons-lui confiance. Alors qu'à quoi c'est 26 juin, Bazo Banda pour s'enrôler. Oui, il n'y a pas de problème parce que lorsqu'un candidat va à la CENI déposer sa candidature, s'il n'a pas été enrôlé, on l'enrôle. Donc le problème ne se pose pas pour les candidats. Parce que les candidats qui ait une carte ou qui n'en ait pas, quand il va pour le dépôt de sa candidature, il est directement enrôlé. Donc, il n'y a pas de problème pour les futurs candidats à différents niveaux. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, Maître Kiunga, vous pensez qu'en 2023, d'ici décembre, on aura des élections inclusives et crédibles et les délais seront respectés? Nous devons avoir ces élections-là parce qu'il y va de la vie démocratique du pays. On doit avoir ces élections-là. Mais ce que nous demandons aussi aux autorités de la CENI, c'est de tenir aussi compte de la demande des opposants. Parce qu'il n'est pas bon d'organiser une élection pendant que les partenaires à cette élection n'ont pas confiance. Par exemple, le problème que pose l'opposition, il y a certains membres du bureau qui sont là, qui n'ont pas eu les quitus de leur parti ou de leur plateforme pour être à la CENI. Oui. Alors moi je pense que ce sont des choses qu'on doit revoir. Parce que si vous êtes allé en votre propre nom, comme membre de la CENI, mais comment votre parti ne vous reconnaît pas? Les députés ont déjà voté la loi. Il faut avoir l'honnêteté de démissionner et de laisser le parti choisir ou la plateforme choisir, n'est-ce pas, son candidat. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'il faut régler avant d'aller aux élections. Pour éviter les suspicions. Parce que si le législateur avait décidé qu'il y ait
des membres de l'opposition et des membres du pouvoir, comme la société civile, c'est pour que chacun étant à l'intérieur, qu'on ne dise pas qu'on nous a floués, tout ça. Mais alors, ceux qui sont mandatés, ils doivent vraiment l'être par toutes les plateformes, ils doivent être reconnus comme tels. Mais lorsque les partis politiques, les plateformes ne les reconnaissent pas un tel, les reconnaissent pas un tel, pourquoi faire les fossés? Parce que les élections, c'est bien, mais il faut éviter qu'après les élections, le pays puisse rentrer dans une zone de turbulence. Parce que les élections sont comme une poudrière. Si c'est mal fait, c'est mal organisé, le pays peut basculer dans la violence. Alors, pour éviter des choses comme ça, c'est ainsi que l'adage, gouverner, c'est prévoir. Donc, un homme politique voit à distance. Il dit, voici ce qui peut arriver. Pour que ça n'arrive pas, que faire? Il faut prendre des mesures préventives pour éviter de tensions. Donc, lorsque les gens demandent à ce que les vraies représentants soient à la CENI, mais qu'on les accorde. Ce n'est pas compliqué. La CENI, vous devrez accorder à l'opposition les droits de s'exprimer parce que vous autres qui la bango tenté et les pouvoirs actuels. C'est ici que nous bouclons pratiquement ces CF débats. Mais avant de vous quitter, on va retourner chez Maître Kiunga. Maître Kiunga, mot de la fin, c'est dans l'émission CF débat. Bon, merci beaucoup déjà de l'invitation. Je demande aux autorités de notre pays de faire baisser la tension. Il y a une tension en l'air, surtout dans le milieu politique. Nous demandons aux autorités de faire baisser la tension. Parce que ce sont eux qui sont à la manette. Il suffit de prendre de bonnes décisions, la tension va baisser. Parce que là, nous avons suivi qu'il y aura un meeting de l'opposition le 17, il y aura une marche le 21, que les autorités prennent ils prennent et on ne sait pas ceux qui vont intercaler, intercepter. Non, justement, c'est ça que je voulais dire. Nous demandons aux autorités d'autoriser ces manifestations-là, d'appeler la police à bien les encadrer. Ce n'est pas compliqué. Si les gens veulent se retrouver autour sur un terrain pour leur meeting, mais qu'on leur laisse le temps. C'est pas grave. Peut-être qu'on va avoir la bombe à Zopola. Il faut pas voir ça là. Non, qu'on la bombe est en été. C'est quand quelqu'un parle à ses partisans au Codé Nani. Parce que ceux qui ont les partisans, il y a opposition. Parce que yo comme leader, est-ce qu'il faut faire des bruits pour ça? Si les gens veulent marcher, vous les encadrez. Attends, c'est que nous refusons. Tout ça. S'ils peuvent marcher, on les encadre, ils vont jusqu'au terminus de leur marche. Ils lisent leurs mémos. C'est fini. Chacun rentre chez lui. Donc, il y a moyen de faire les choses calmement pour que notre pays aussi ne soit pas toujours déshonoré. Parce qu'il ne faudrait pas toujours que, quand on parle de la RDC à l'étranger, c'est la violence, c'est la violation des droits de l'homme, c'est des viols, c'est des massacres. Non. Il faut aussi qu'on parle de notre pays en bien. Que non, il y a eu une marche à Kinshasa, ça s'est bien passé. Il y a eu un meeting, ça s'est bien passé. Ça remonte la côte du pays. Nous devons faire un effort et ça, cet effort-là revient à l'autorité politique, notamment l'autorité de la ville de Kinshasa, qui doit prendre de bonnes décisions. Et s'il déborde, le ministre de l'Intérieur, la tutelle est là, il doit faire revenir tout le monde à la raison. C'est comme ça que l'État fonctionne. Merci beaucoup. J'étais là avec Maître Kiunga Sylvain. C'était un réel plaisir pour moi. Michel Benamio, les mannequins de la presse, de vous présenter ces CF débats sur Congo France Télévisions. Continuez de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur TNT. Restez branchés et connectés. L'actualité continue sur Congo France Télévision. Je salue l'équipe technique. Un grand merci à Merveille Pala, Christian Loleka et à mon cordon Dani, je vois derrière la caméra. Merci beaucoup. Restez branchés, connectés sur Congo France. CF Débat, c'est chaque jour sur Congo France Télévision. Continuez de nous suivre. Merci, Maître Kiunga. Au revoir.